Thank you very much to the whole panel. It was very, very interesting and lots of new and important tidbits there. I would just want to pull out a couple sort of interesting themes, and maybe the whoever on the panel wants to talk about them can. But I'm struck, and maybe it comes out of the dancers' presentations in particular, but this idea of what is work, right? What as part of the training is work. And if you think of even our jobs as academics, well, we're learning new skills all the time. We're perfecting our craft, but we're paid for it. It's part of our day job. And my experience being on a negotiating team for my faculty union, and the issues that come up in the music performance department are amazing, and it really is echoing what I'm hearing from you, that the people that are teaching the music performance, so these are musicians, they're all contract workers, and the university won't pay them at all for the time that it requires them to perfect their craft, and yet the recruitment model for students into music performance is completely tied to the reputation of that performer, right? People aren't going to come and study at Western under so-and-so if so-and-so is a crappy musician. And so just really the gap that creates, and I'm just curious about whether maybe with dancers or musicians in general, the differences in that experience between people who are in, say, more formal employment or more kind of full-time employment, whether they're still facing, like these musicians at my university, this gap in compensation for their required training. The other, if you can indulge me, comment or piece that I think is very interesting is this idea of getting to the problem earlier, and it comes up with the equity issues and going to the educational source, which I think is very interesting, and just thinking about the implications for educators and trainers who are sort of bringing the next generation into this occupation. What is the role then for those people to really step up and change the norms? And we're starting to see that a little bit in the games industry, where there have been attention in educational games summits around talking about how complicit are we as educators in teaching our students that they have to work long hours, and that this is the reality and they better get used to it. And so I was struck by that, and maybe you can comment a little bit more. We can take a couple of questions. Anyone? And zo on. Do you want to throw a question? Yeah. Okay, Amanda's going to throw a question. Okay. Am I allowed to? Thank you, Sheila. I have a question for Christian and Laurence, which I thought that everybody's was really amazing. The screen industries have a joint statement, right, about sexual harassment in the workplace, and they're trying to ladder up and layer on all kinds of things. A union rep recently told me that the one place that the producers wouldn't go was to enshrine it in the collective agreement. Mm-hmm. So I'm just wondering if you have any experience on trying to actually, formalize and codify this through possibly the most powerful regulatory tool that the unions have at their disposal. Yeah. Do you want me to answer that now or no? I will go across the panel with comments on those three questions. Yeah. Okay. Yeah, that's a great observation. Equity, the strength of the campaign, as I indicated when I presented, is that we have buy-in from the producers, and that manifests itself in a very formal way in actually language within the collective agreement that we have negotiated with the Professional Association of Canadian Theatres. PACT is the acronym, and I think that differentiates the live performance sector from the screen-based sector. It's interesting that you bring up that code of conduct, because there was a closed-door meeting that happened with all the key players in the screen-based industries at the ACTRA offices in Toronto, and we were actually invited as a live performance organization to talk about Not in Our Space, because there was so much heat that the screen-based
industries were feeling because of Harvey Weinstein and others. And it just through serendipity, Equity had launched this campaign a year in advance. And so the screen-based world wanted to learn a little bit from, what our experience was. The other thing that happened, though, as a result of that meeting was that the live performance community got together as a community at the National Ballet and had a similar, half-day meeting and developed their own statement. And they have committees that are now working on a variety of different components to what they feel are the systemic problems within the live performance world. I think, from a screen-based perspective and even from a live performance-based perspective, the biggest thing, which I mentioned in my presentation, is this reprisal piece. And it's the one that's going to require, I think, the most resources and the most thinking. Yeah. Laurence will just come down the panel responding to, the three questions: what is work, what is the role of educators in changing those norms, and anything you'd like to respond to, Amanda, about. Yeah, well, I mean, for the questions really regarding equity, Christian is really the expert on this. But regarding how to study work, I think that actually I worked with Philippe also on this project with the dancers, and this is like I feel that we were working like in parallel over the past 2 years, because I usually work on the visual arts and Philippe does the live performance, especially for the dancers. And we really came with the sort of same conclusions, both in regards to how how artists work, like what are the constitutive parts of the work, the invisible part of it, but also what I thought was very interesting that Philippe brought is the question of the status that is highly socially constructed. And it is very interesting to know that Quebec is really a leading in terms of labor law in to define status of the artist and put in place legislative tools to regulate the work in the arts. But artists really, both in visual arts and in performing arts, they don't recognize themselves at all when you speak to them to this really institutional definition of the professional artist. And you see that there are much more like normative dynamics of powers that really shape what they consider to be the professional status of the artist. And this is a huge regulator of the work. It has many incidents on accessing work in general because there are reputational labor markets. So I feel that the status question is really at the center of the work that we do, trying to understand it better. And also it is very worthy to know that Quebec's recent cultural policy, they're going to, in the further years, they're going to revisit this status of the artist legislation, because it was initially put in place because work was precarious in the arts. And so they realized over 30 years later that artists are still precarious. So this, the purpose of this piece of legislation is not working out. So how they're going to revisit it in the next years, and that's going to be very interesting. And so is the OECD. The OECD is also revisiting the status of the artist legislation. Dans le domaine de la danse, effectivement, comme dans les autres types d'art, effectivement, et tu l'as dit, Laurence, et on l'a bien vu avec le cas de la question de la réparation des accidents du travail et la formation continuée des danseurs. En fait, il y a un éventail normatif des politiques publiques qui sont
assez importante et c'est assez unique en Amérique du Nord. Et ce qui est intéressant, je trouve, de déconstruire, finalement, c'est la faible effectivité de ces politiques publiques-là et de cette loi protégeant le statut d'artiste. Peu de différence, en fait, entre cette minorité d'artistes qui, on peut dire, ont des normes d'emploi standards, qui ont un contrat de travail auprès d'une compagnie, toute petite minorité, là c'est comme, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est peut-être moins de 10% à Paris, quelque chose comme ça, ouais, d'artistes qui ont un contrat d'emploi d'une durée de 12 mois, renouvelable. Ça c'est le nec plus ultra, c'est peu de différence entre eux finalement et ceux qui sont travailleurs autonomes. Les salaires ne sont pas franchement meilleurs, sauf exception. Et puis c'est ça, la protection finalement sociale n'est pas beaucoup plus grande. Et donc c'est ça pas le plaidoyer, mais le programme scientifique, je pense, qui est devant nous, c'est d'étudier le pourquoi ces choses-là ne marchent pas. Et je pense qu'il y a deux avenues fausses par rapport à ça, de perspectives scientifiques qui seraient erronées pour interpréter cette chose-là. Première chose serait de considérer qu'on est uniquement, même si on est dans des marchés du travail de type réputationnel, etc., considérer qu'on est uniquement dans la domination, dans la compétition et des choses comme ça. Il y a, et j'avais commencé mon exposé par là, une forte dimension liée à l'expressivité du travail. Et je pense qu'il faut vraiment aller là pour comprendre justement comment des artistes justement s'accrochent à certaines situations de travail qui sont de toute évidence hors normes si on les compare en fait avec des milieux plus traditionnels que nous avons l'habitude de convoquer là en relations industrielles. Il y a une forte dimension liée à leur réalisation professionnelle et ils sont dépendants de ça. Et donc, je pense qu'on n'est ni dans un univers qui est complètement marqué par la domination, par la compétition, ni non plus, deuxième fausse avenue, je pense, considérer que finalement tout ça c'est normal parce qu'effectivement ce n'est pas vraiment du travail, c'est de la vocation, ce sont des artistes, ils sont vraiment dans un autre monde. On n'est ni, je pense que c'est aucune de ces deux voies-là scientifiques qui est véritablement valide. C'est une autre voie scientifique qui rentre effectivement dans l'intériorité vécue par ces artistes-là et à la fois comment en fait ils se réalisent, comment ils se dépassent, comment ils se construisent artistiquement et des voies, des manières de réguler ce travail-là qui est acceptable et qui est réaliste pour ces milieux-là. Et donc, je trouve que ton exposé, Paris, sur cette question de la santé et de la réparation des danseurs est très exemplaire. Et puis, je veux comme ajouter quelque chose. Si ça marche, c'est pas par hasard, c'est parce que le CRTD et des artistes eux-mêmes, notamment toi, travaillent justement à des choses comme ça. C'est très difficile d'imaginer des fonctionnaires, des gens qui sont complètement détachés de ces milieux-là d'intervenir. Dernière chose, je suis long là, mais sur la question des formateurs, je pense qu'effectivement les enseignants, les formateurs qui sont eux-mêmes des artistes, et puis plein d'autres professionnels aussi de ces milieux artistiques-là font changer les choses. Mais effectivement, c'est un changement qui est à la marge. Je l'ai dit, il est post-bureaucratique, il passe beaucoup en dehors des institutions, même si les institutions font un travail considérable dans l'amélioration des conditions de travail. Il y a tout ce petit travail au quotidien qui est mené par des enseignants, par des accompagnants divers, etc., mais qui sont des acteurs assez cachés, qui eux aussi, en fait, ont peu de voix dans ces milieux artistiques-là, mais qui, je pense, font vraiment changer les choses. Et donc je pense que ces nouvelles formes de régulation-là leur appartiennent dans une très large mesure. Je serai assez brève. Philippe a couvert vraiment, je pense, l'essentiel. Je dirais quant au rôle des enseignants,
En fait, je pense que le danger, c'est de travailler en silo. Il faut adresser le système comme système. Il faut qu'il y ait un consensus de toutes les parties prenantes, de la production d'une œuvre, de la production des talents, pour qu'il y ait une forme de force qui se crée et que ça reflète la réalité. Il faut viser, bien sûr, de réduire le niveau de tolérance aux actes qui sont néfastes, en fait, pour le bien-être des individus qui pratiquent les arts. Et donc, ça prend vraiment un grand effort de concertation et une grande volonté de changement. Je pense qu'on est, bon, pour avoir été très impliqué dans la syndicalisation des danseurs, c'est un milieu qui résiste et qui est assez ambivalent, comme Philippe le disait très bien, sur leur propre travail et sur la notion est-ce que je fais mon travail n'est pas un travail, mon travail est une vocation, elle est, pour paraphraser Milton, l'expression de ma nature. Et donc ça, évidemment, ça rend très hermétique le milieu et ça empêche les autorités ou les agences de régulation de venir insuffler un changement à l'intérieur du système. Le système est assez, c'est comme une barrière du cerveau, là, c'est assez opaque. Donc, ça prend une volonté de l'intérieur. C'est très difficile d'imposer un changement de l'extérieur. Les conseils, à juste titre, les conseils des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec ont imposé maintenant que chacune des entreprises culturelles qui reçoivent du financement se dote d'une politique culturelle. Et je rebondis sur la question très, très justicieuse d'Amanda et la résistance, en fait, d'intégrer ces politiques à l'intérieur d'une entente collective. C'est plus mon rôle de commenter ce qui se passe à l'Union des artistes et de la tractation qu'il y a entre les associations de producteurs et les associations syndicales pour qu'il y ait cette intégration-là des deux documents qui sont importants et qui permettraient aux syndicats de défendre l'artiste dans ces contextes-là. Cependant, honnêtement, depuis le début, c'est le cas au Québec, c'est le cas dans le reste du Canada, ces exigences de politique, ben, elles vaut pour plusieurs compagnies le papier sur lequel elle est imprimée et que la poussière s'accumule, parce que ça ne donne pas plus de courage, ça ne donne pas plus de possibilités de dépasser un système qui ne veut pas changer. Donc, je suis assez critique et presque cynique par rapport à cet élément. Merci. This is such a fabulous panel. We could talk forever. Okay, I want to say a couple of things. One, the point, like the Dancer Transition Center is such a completely remarkable and unusual organization that deals with a highly specialized, ultra precarious workforce. And the thing that I just thought, you know, that it's so creative and comprehensive and such an important institution. And all the time at CRIMT, we talk about the world of work and the reconfiguration of work and how are workers going to transition from one space to the next. And nobody ever thinks to look at the dancers as a model, right? And this drills down on a question that's been raised here and talking outside of the bubble of cultural work. So cultural workers and their unions have a challenge because they often don't view their own work as work in particular moments, and so they struggle to identify with the rest of the labor movement more generally, right? Okay, you know, are we artists or are we workers? And I think that that's moving in important ways, particularly as cultural workers hit challenges, that they're like, yep, guess what, I'm a worker, I need my union, this is really important. But also really critically, and Joe, we were talking about this a little bit yesterday, is that the rest of the world of work and employment relations also doesn't view this as work,
right? They really struggle to understand, oh, but you're just making movies or you're dancing around, like this is entertainment. You're entertaining me. And it's hard work, it's dangerous work, right? How many people get a concussion, break their arm? I watched a compound fracture happen on stage once when I was the stage manager. It was horrific. And this is taken as part of the job, right? This is a job hazard. And that needs to be, I think there's a lot to learn from each other. And I think at CRIMT we have a unique and important opportunity to begin to bridge these discussions in a meaningful way. 50% of the conference, I would argue, is about precarious work in the gig economy right now. And this is an entire sector that has a very long and sophisticated history of wrestling with these questions. We need to be talking to them more, so thank you for joining us today. I'm going to talk about what we don't know and why we need to know it. And I'm going to say something slightly heretical, and this is not to say that studies of the workforce aren't important, and they are, right? Understanding who the workers are and what their experiences are. We know very little about the industry gatekeepers. And these are the people who make decisions about people's careers, about financing, about what gets pulled up on stage, about whose stories get told. And this was one of the most interesting elements, I think, of the research review. You can't go to the Ontario Arts Council and say, what's actually really interesting here is what we don't know. That's not what your funder wants to hear, right? But I do think that they're taking it seriously and looking at future stuff. Here's what we don't know. We know almost nothing about industry governance, okay? Who's on the board of the industry associations that shape and influence industry dynamics? I did a study with Sally Hannah Osborne. Is Sally here today? It's called Skipping a Beat, Gender Inequality in the Australian Music Industry. And we looked at the 6 boards, the industry boards, you know, performers' rights associations, et cetera, that really shape that shape industry dynamics, okay? Overwhelmingly male-dominated. We know almost nothing about the broadcasters and the producers in the screen industries. We know almost nothing about PACT as an organization, their gender profile. We know they're the employer, but that's where it stops. So I really want us to start training our focus conceptually up to the people who make the decisions that shape, right, the worlds of work in which everybody who's at the table today is doing that important work, because I think that everyone here is talking about power relations, right? And that's critical, of course, this is really important. So, like, who gets to call the shots on what's happening? We also have a paucity of data. And the other thing that was really striking is that organizations who have gender data aren't analyzing it along gendered lines. Two problems. One, Cultural Human Resources Council. These are people who are drowning in data on the cultural workforce. We found almost nothing on gender in their work. And they have it. They have the data. We know because on like their training and skills development stuff, they said, oh, by the way, the sample for the music sector was something like 78% male. And then went on to discuss the training needs as if 78% male wasn't a gendered survey, right? Okay, so let's talk about these things. You have the data, start analyzing it because gender matters. The other thing we don't have at all is intersectional data, right? So gender is a binary and that's problematic, but we know that what Judy Fudge used absolutely beautiful language yesterday when she talked about, just a moment, status hierarchies. Okay, so we know that we have social status hierarchies and major lines of fracture, in particular are race and ethnicity. Philippe, you're looking at, I was really encouraged and excited to see your work on Indigenous dancers and how they're engaging with, I would love to hear more about that. The status of our Indigenous artists is brutal in this country despite
years and years of focused attention by the Canada Council, the Ontario Arts Council, etc. No traction is getting anywhere. We have almost no data on how gender and indigeneity interact, about how gender and racialization interact in the arts world, and we only have to look at Wonder Woman and Black Panther to tell us that this shit matters. Okay? The end. Thanks very much. I'm just scanning the audience for movement. Yes, we have a question right beside the camera. Thanks. And this might be our maybe last question, unless somebody else wiggles and gets up and wants the mic. Christian has a question too. Go ahead. Oui, bonjour. Oh, pardon. Bonjour. Donc, Olivier Gégou, Université catholique de Louvain. J'avais une question, en fait, parce que ce que je comprends et ce que je vois aussi qui était intéressant avec le travail des artistes, c'est le fait que on est pris avec des catégories qui semblent être des catégories propres au Fordisme pour comprendre le rapport d'emploi, comprendre la sécurité. Et ça semble en fait nous limiter dans la compréhension des formes de solidarité possibles qui peuvent se développer à l'intérieur de ces mondes-là. Donc, Philippe, tu parlais des stratégies expressives. Je trouvais qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Je me dis, au fond, puis même ce que Paris expliquait, c'est à quel point c'est problématique parce qu'on est incapable de faire rentrer les personnes dans le monde du travail qui est fait, en fait, pour le rapport salarial classique. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut penser autrement ou au-delà de ça? Est-ce que les gens justement, Philippe, tu semblais dire que les stratégies expressives, ils ont aussi une espèce de manière de résister à vouloir en fait conserver l'autonomie. Cette idée-là, en fait, d'autonomie semble en fait résister à l'idée de trouver une manière d'être subordonné pour avoir droit à la protection sociale. Donc, il y a une réflexion, parce qu'il y a des initiatives comme SMART, qui est en Belgique, en Europe, etc., pour réfléchir sur ça. Et en termes d'expérimentation, pour penser aussi peut-être un autre rapport, je ne sais pas, mais c'est plus un commentaire / question. J'aurais peut-être aimé voir, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a d'autres tentatives, d'autres formes d'organisation? Ce que Paris, tu présentais, ça me semblait en fait être un peu cette idée-là d'initiative qui monte en fait de gens qui sont sur le terrain concrètement, qui vivent la situation pour adresser vraiment ces questions-là. Mais voilà, c'est un truc et ça me semblait en fait ce que moi je comprends, c'est que je vois même que quand on essaie de penser le droit ou un statut particulier pour les artistes, au bout du compte, c'est comme si on essaie de les ramener comme des travailleurs d'usine, alors qu'en fait ça on l'est vraiment pas, quoi. Voilà, c'est un constat question. Voilà. Christian, do you want My to toss your or- question in and then we'll... Okay. I guess it was in relation to Amanda's presentation and also her final comments. And I loved that presentation, by the way. And when I saw the stats about the galleries across Canada having 70%, I guess, female curators, then you looked at the number of exhibitions that were being curated and the predominance of male men in those exhibitions. I'm wondering what that disconnect might be, or if we can even hypothesize about that at this point. Okay. Yeah. I think we've got... Let's start at this end. We have just a few minutes left, and we'll come this way. Right, okay, so first things first, I'm being a bit mischievous because we actually don't know the gender of the curators at those 11 galleries. However, what we do know is that the visual arts sector is female dominated overall, okay? So even though yes, it may be the case and there's some evidence, but it's not wholly, we couldn't totally confirm the data and the methodology, is that men tend to be handed directorship and curatorship positions at larger galleries that have more prestige. Okay, so there's a dimension there. However, I think what this does flag up is an important question, which is just because women are in charge, it doesn't mean that the gender inequality problem goes away. And that is a very unpopular opinion,
This is particularly contentious right now in the screen industries, where there's a hot debate about whether counting female producers as part of female-led is going to produce meaningful outcomes, and producers meaning, you know, like not a showrunner, a creative producer, but like a line producer, about whether that's going to have a meaningful impact on the presence of women in key creative roles that shape the stories on our screens. This is a massively divisive issue for researchers right now. I'm on the no camp for a couple of reasons. One, it's easy to fake being a producer on a checkbox, right? You're like, oh, thank you, we need a producer for our female, so we qualify for funding. I'll be talking about this later. It's really hard to fake being a director or a writer, right? But I think that there's a very challenging proposition here. We know nothing about choreography and the leadership of the dance sector. Dance sector, lots of artistic directors are women, right? Gender inequality is not great in dance. Men disproportionately have their shows mounted, take up the choreography roles, particularly at the leading companies. The National Ballet is under scrutiny for this at the moment, despite being led by a female artistic director and a very prominent dancer for many years. So. Oui, merci pour votre question qui me trotte dans la tête, qui m'interpelle vraiment parce que c'est ça, mon implication à la syndicalisation, très naïve d'ailleurs à la base. La syndicalisation des danseurs a vraiment jeté un éclairage sur la difficulté ou soit de changer ou d'avoir un meilleur arrimage entre les institutions et les artistes. Ça prend un courage collectif fou, en fait, pour changer les choses telles qu'elles le sont en ce moment. Parce qu'il y a toute une industrie qui s'est construite autour des artistes, de leurs besoins spécifiques, de la particularité de l'exercice de leur métier. On pense à toutes les agences gouvernementales de financement des arts, des comités de pairs. Enfin, c'est colossal. Donc, changer une structure à la base risque d'avoir des échos assez l'effet papillon, là, pour ce qui est des institutions qui sont plus haut. Essayer de faire un arrimage entre un régime qui est construit pour un travailleur des domaines plus traditionnels de l'emploi me semble en fait l'action à mener. On a besoin du ministère de la Culture aussi pour aider sur le plan politique à faire ces connexions-là avec des agences qui émanent de d'autres ministères. On est chanceux au Québec, on a le ministère de la Culture et des Communications qui a une belle vigie sur le bien-être des danseurs. D'ailleurs, on est probablement la seule province, je pense, à avoir un secrétariat permanent à l'amélioration des conditions socio-économiques qui est au ministère de la Culture et de la Communication. Ils font un travail phénoménal. Ils articulent un plan d'action qui émane de la nouvelle politique culturelle, qui prévoit, comme le disait Laurence, notamment la révision des deux lois sur le statut de l'artiste, qui vont trouver écho dans les faits et concrètement si et seulement si les acteurs au sens large du terme sont syndiqués, parce que ce sont des lois qui s'adressent à un rapport collectif de travail, il y a plusieurs artistes qui échappent à cette dynamique-là. Donc, il faut être patient. C'est un travail qui est très long. Il faut que ce soit les mêmes personnes qui les mènent pendant plusieurs années, voire quelques décennies, pour qu'on trouve issue. Il ne faut pas reprendre le travail à la base. Il ne faut pas perdre les connaissances qui ont été accumulées. Voilà. Nous avons dépassé notre temps, mais 2 secondes pour un commentaire, Philippe. 2 secondes, mais c'est ça, la question est 45 secondes. tellement pertinente, tellement centrale et en même temps tellement difficile, mais effectivement, en quelques mots, secondes, les catégories classiques, à la fois du salariat et du travail indépendant, ne fonctionnent plus pour l'étude du travail d'artiste, à la fois aussi pour dire qui sont les artistes. On est aussi, au-delà des statuts d'emploi, dans des registres d'art ou des mondes de l'art qui sont en fait souvent très très hétérogènes, avec des recoupements
des gens se disent « moi je ne suis pas vraiment danseur, je suis plus dans un autre type d'art ou des formes de combinaison, tout ça ». Donc les catégories de classement, etc., les catégories d'emploi ne relèvent plus anciennes, comme tu dis, du Fordisme, effectivement, sont plus relevantes. Et c'est en ça aussi que je pense que c'est un bel observatoire des mutations du travail, parce qu'on le dit pour les artistes, mais on voit ça aussi dans plein d'autres catégories d'emploi. Et en même temps, je terminerai par là, il y a des acteurs qui sont centraux dans la détermination de leurs conditions de travail et d'emploi. On a parlé des chorégraphes, mais on aurait pu aussi parler des diffuseurs. Et on pourrait aussi parler des acteurs gouvernementaux. Toutes les politiques en faveur notamment des villes créatives qui aujourd'hui mettent en avant l'art comme quelque chose de central dans le fonctionnement des villes. C'est très important ici à Montréal, mais c'est le cas ailleurs aussi. Sont aussi malheureusement des acteurs de précarité. Ça crée des inégalités entre les artistes, entre ceux qui sont dans des formes d'art plutôt à large diffusion et des artistes qui c'est ça, sont plutôt de type avant-garde, etc. Et donc il faut aussi pouvoir identifier ces acteurs-là, les qualifier, et aussi, on n'est pas dans des formes complètement détachées de marché, dire aussi quelles sont les entreprises là-dedans. Il y a aussi des quasi-entreprises, on travaille aussi au CRINT là sur la firme. Il y a des firmes dans le secteur artistique, mais elles sont floues, et là aussi, je pense qu'elles sont très révélatrices de mutations contemporaines. Je m'arrête là-dessus. Thank you. We have gone over our time. I invite everyone in the room to recognize the excellence of the panel and the discussion today, and to thank our presenters.